Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Le souci dans la tech, c'est que c'est jamais la tech le problème, c'est l'être humain qui l'exploite et qui l'utilise. Donc est-ce qu'on veut devenir comme dans l'idiocratie ? Je suis pas certain. Donc il faut avoir cet esprit critique. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Nicolas Diacono. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et donc, nous sommes aujourd'hui encore au Summit de la Cité de l'IA, qui est le lieu sur lequel on a enregistré ce podcast. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, merci déjà de me recevoir. Et donc, Nicolas Diacono, j'ai occupé de la veille technologique chez BNP Paribas pendant moult années et j'ai monté ma structure d'accompagnement en prospective technologique, plutôt focus retail ces 2 dernières années pour aider les grands groupes à se projeter dans 5 à 10 ans, quels seront leurs business sous le prisme de la tech. Donc forcément, on parle beaucoup d'IA, mais ça l'IA, pas depuis novembre 2022, depuis 15 ans, 20 ans. Et puis j'ai une autre casquette dans le sport où j'ai une équipe pro de basket 3-3 qui s'appelle Courtside Club. Génial. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc la thématique sur laquelle on s'est mis d'accord pour ce podcast, c'est autour de la prospective finalement, autour de l'intelligence artificielle. Donc là, on parle beaucoup de LLM, il y a les agents qui commencent à pointer leur nez. Quel est toi, ton regard sur l'évolution de toutes ces technologies ? L'évolution, alors ça va très très vite déjà. En gros, ce qu'on se dit aujourd'hui, potentiellement dans 2 mois, c'est ultra obsolète avec toutes les annonces, les news qu'on peut avoir autour de l'IA générative et de l'IA au sens large. Tout à fait. Maintenant, ce qui est certain, c'est que utiliser ChatGPT, c'est très pratique, mais ça ne nous rend pas meilleur que les autres. On est juste dans la moyenne globalement. Ça a été entraîné sur les données qu'on a sur Internet, donc accessible à tous. Ça fait pas de nous des génies, par contre c'est pratique effectivement. Et pour être vraiment très très bon, il vaut mieux être sur des petits modèles propriétaires, entraînés avec des données très spécifiques métiers, verticales métiers, pour être vraiment dans l'excellence et pas forcément penser que l'IA générative telle qu'on nous la dépeint peut tout faire au claquement de doigts et hyper magique. C'est pas la réalité de la vraie vie. Finalement, ça illustre qu'on peut pas être expert en tout, y compris quand on est une machine. Exactement. D'accord. Et donc ces technologies, les agents également qui sont en train d'arriver, comment tu vois la chose ? Alors c'est une évolution qui n'est pas nouvelle aussi. On a beaucoup parlé un petit peu des assistants de vie et des choses comme ça autour des agents qui vont pouvoir exécuter des tâches de manière très spécifique. Il y a aussi pas mal de hype, de buzz autour du moment, mais c'est tout à fait légitime. Il y a encore beaucoup de travail, en tout cas, pour avoir des agents complètement autonomes qui réalisent des tâches complexes, comme nous réserver demain un rendez-vous chez le dentiste de manière autonome. On n'y est pas encore, on y arrivera certainement. Peut-être pas dans les 6 mois qui arrivent, un peu plus loin, mais en tout cas c'est très intéressant parce qu'on va vers un web qui sera invisible en fait avec à l'ère des agents IA. Aujourd'hui, quand on va booker un week-end en Espagne ou à Rome avec sa compagne ou son compagnon, on va sur les sites web, on boucle l'avion, l'hôtel, la location de voiture, patati patata. Demain, avec des agents, on va faire ça de manière autonome. Donc l'agent on va lui donner une tâche, il va les exécuter et c'est lui qui ira naviguer sur les sites web. Donc en fait, d'où mon mot, le web devient invisible pour l'œil humain parce qu'on va déléguer cette tâche-là. Donc il faut repenser évidemment sa structuration de contenu quand je fais un site e-commerce et ça c'est le nerf de la guerre et de la réflexion à l'heure actuelle et je crois qu'on n'a pas encore trouvé vraiment la réponse. D'accord, donc il y a encore beaucoup d'inconnus sur comment le grand public aussi va s'approprier ce type de technologie au-delà du navigateur internet ou du site de e-commerce auquel il est habitué aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y ait de grandes questions parce qu'on voit que l'adoption en tout cas d'outils comme ChatGPT, Perplexity, Claude et autres va très très vite. On a déjà à peu près 25% des internautes qui utilisent ces outils-là pour faire de la recherche web. Donc c'est déjà plus ou moins ancré dans les mœurs.
Et maintenant, c'est de savoir comment ça va être exploité et comment justement les marques, les enseignes vont pouvoir être visibles dans ces écosystèmes-là, parce que ça redéfinit un peu le référencement en ligne, tout à fait, et la façon d'exister. Et c'est ça le nerf de la guerre, comme je disais, et c'est pour moi vraiment ce côté invisible du web, où là on est vraiment sur un shift, en tout cas de ce que pourrait être Internet demain. Ouais, une adaptation réelle pour les marques. Et si on fait un peu plus de prospective, un cran plus loin, qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va arriver après les agents, après les LLM, des nouvelles générations peut-être d'usage ? Oui, il y a très certainement, on va arriver vers une fusion du vivant et de l'IA, de l'intelligence artificielle. Alors il y a différents niveaux. Soit vous mettrez une puce Neuralink dans le cerveau, ce que je vous déconseille fortement au regard de ce qui se passe aux États-Unis et aussi pour votre santé mentale et votre bien-être. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir un des derniers épisodes de Black Mirror avec cette femme qui a une maladie, je crois, qui a un problème au cerveau et du coup on lui fait un pseudo-puce et elle a des pubs à son insu. Eh bien, sachez qu'en fait, il y a des études à l'université de Duke qui ont été faites avec les puces équivalentes à Neuralink dans des rats et on pouvait télécommander les rats sans qu'ils en aient conscience. D'accord. D'où le fait, imaginez-vous, demain, si vous faites télécommander par Elon Musk, je suis pas sûr qu'il vous fasse faire des choses très agréables et très bonnes pour votre vie au quotidien. Et puis, il y a aussi ce fantasme d'utiliser la ressource computationnelle du cerveau, la puissance de calcul du cerveau. Peut-être que si demain je me fais insérer une puce comme ça, on utilisera mon cerveau à mon insu pour entraîner des modèles ou faire autre chose. Alors ça paraît très fantasmagorique et la science-fiction. Moi, j'aime toujours à dire que l'impossible, c'est souvent le plus probable, surtout dans la prospective. On se remet dans le contexte, il y a 6-7 ans, si je vous dis qu'il y a une guerre en Europe et une pandémie mondiale, vous allez me dire que je suis un abruti, ou que je suis complètement fou, pourtant c'est arrivé. Donc il faut toujours garder dans sa ligne de mire que souvent ce qui peut paraître complètement dingue peut arriver. Et puis cette fusion aussi, donc pour revenir sur le sujet avec la biologie, c'est des études qui sont faites à l'université de San Diego où ils ont arrivé à faire croître des cellules cérébrales en laboratoire avec une activité cérébrale. D'accord. Qu'ils ont injecté dans un mini-robot bardé de capteurs et qui a appris à marcher tout seul. Ok, waouh. Donc voilà, donc on a ces fusions. Est-ce que la machine va s'intégrer dans le corps humain ou c'est une partie du cerveau humain qui va s'intégrer dans la machine ? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'on assiste à la fin de l'espèce humaine telle qu'on la connaît, qu'elle sera une fusion machine IA machine. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, il faut avoir ces différents scénarios en tête quand on se projette dans l'avenir, justement pour anticiper tous ces cas d'usage-là. Maintenant, ce qui est dingue aussi, c'est que l'IA va être en train de révolutionner la médecine. Ces mêmes chercheurs de l'université de San Diego sur le cerveau nous expliquaient quand j'étais à South By à Austin que pour eux, d'ici 10 à 15 ans, il n'y a plus de maladies neurodégénératives incurables. D'accord. C'est-à-dire qu'on sera capable de diagnostiquer et de trouver des traitements pour l'ensemble de ces pathologies-là avec une thérapie génique, justement avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors avec un coût exorbitant parce qu'aujourd'hui les premières thérapies géniques sont entre $400,000 et 4 millions le shot. Donc c'est pas remboursé par la Sécu, vous imaginez bien. Mais on peut imaginer, comme pour les tests ADN à l'époque, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, pour quelques dizaines, centaines d'euros, on y arrive, on pourrait y arriver. Et c'est là où c'est assez anxiogène à mon sens de voir l'impact de l'IA au sens large au niveau de l'humanité. C'est que fondamentalement, si on arrive à éradiquer toutes les pathologies, les maladies, et ce qui est déjà plus ou moins le cas, on arrive à un hypervieillissement des populations. Aujourd'hui, cette année en 2025, c'est la première année aux États-Unis où il y a plus de personnes de 65 ans que de personnes de moins de 18 ans. D'accord. Oui, donc une inversion de la pyramide des âges. Exactement. Donc ça veut dire comment je repense toutes mes activités, mes business, et ainsi de suite, et encore plus d'IA pour accompagner les ultra seniors demain. On prédit que les Gen Z, donc les moins de 25 ans, 20% d'entre eux atteigneront les 100 ans. D'accord. Donc c'est la retraite à 65, on oublie. C'est peut-être plus la retraite à 70 ou 75 dans les décennies à venir. Voilà, donc il y a plein de changements qui vont arriver grâce à l'IA et cette fusion entre guillemets du vivant et de la puissance de calcul et de l'ingénierie autour de l'intelligence artificielle. Merci pour ces éléments de vision. Ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Le développement de toutes ces technologies fait parfois un peu peur.
Est-ce qu'il y a des garde-fous pour réguler les dérives potentielles ? Il y a plusieurs garde-fous à mon sens. Déjà, il y a un premier, mais c'est ce qu'on fait en Europe quelque part, la réglementation, de limiter évidemment l'usage en tout cas de l'IA sur certaines verticales et certaines problématiques métiers comme la santé, l'armement et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier garde-fou. Je pense qu'on est en avance de phase sur ces sujets-là. On imagine bien qu'il y a d'autres pays, d'autres régions où ça sera à l'opposé. Oui, bien sûr. Déjà, effectivement, nous, je pense qu'au niveau européen, en tant qu'être humain, en tout cas, si on veut que l'humanité reste humaine et vivante telle qu'elle est, on est dans la bonne zone géographique, si je puis dire, finalement. Même si la réglementation parfois est problématique, il en faut une. Il faut aussi beaucoup d'éducation pour éduquer les plus jeunes à l'usage, nos dirigeants aussi, les former sur les dangers, les risques, les opportunités, tout ce qui est de positif, mais aussi tout ce qui est de négatif, parce que le souci dans la tech, c'est que c'est jamais la tech le problème, hein, c'est l'être humain et qui l'exploite et qui l'utilise, donc ça va demander cette éducation-là. Notre ministre Clara Chapaz avait mentionné le côté géopolitique. Ça devient aussi un élément géopolitique à part entière. C'est pour ça que c'est important de s'y mettre et d'investir massivement pour aussi faire ce côté garde-fou. Donc ça, c'est le premier niveau avec ce côté réglementaire et structurel. Et je pense que le deuxième, c'est aussi l'accès aux ressources. On voit, on est en pleine canicule. Les ressources énergétiques, de matières premières, elles sont limitées d'une certaine manière sur notre planète. Donc, est-ce que c'est pas aussi le fait d'éviter ce scénario catastrophe autour de l'IA ne va pas venir simplement du fait que on n'a plus accès à cette puissance computationnelle, à ces puces et ainsi de suite, et qu'on va être limité en fait quelque part face au dérèglement climatique dans notre avenir autour de l'IA et de la tech au sens large, et qu'on va revenir à des choses plus basiques, qui est peut-être à souhaiter d'ailleurs. Et si on revient sur le présent, est-ce qu'il y a peut-être des recommandations ou des réflexes ou des bonnes pratiques peut-être à partager d'ores et déjà avec l'état de l'intelligence artificielle qui est celui d'aujourd'hui pour que nos sociétés se protègent d'ores et déjà ? Je pense que c'est l'esprit critique. Aujourd'hui, moi, j'interviens auprès de masters et je leur fais 2 heures sur la critique avant de leur expliquer comment utiliser l'IA générative dans leur quotidien. Parce que non, mais c'est essentiel et je pense qu'on l'a perdu un peu de vue dans notre système de formation, notre système scolaire. Et je pense que c'est une vraie valeur qu'il faut remettre sur le devant de la scène pour justement prendre ce recul. On voit les études du MIT sur l'activité cérébrale quand on délègue la rédaction de papier à ChatGPT, ça diminue de 55%. Donc, est-ce qu'on veut devenir comme dans Idiocratie le film, que je vous conseille aussi de voir, je suis pas certain. Donc, il faut avoir cet esprit critique, il faut prendre ce recul sur tout ce que l'IA vous donne et vous produit, parce que évidemment, elle est faite pour vous servir, vous contenter, donc elle va rarement vous dire non. Bien sûr. Donc, elle est capable d'inventer plein de bêtises. On l'a vu avec des avocats régulièrement aux États-Unis qui se font prendre la main dans le sac avec l'IA qui invente des jurisprudences, des cas, voilà. Qui ont été partagés, toutes les semaines, il y a un site qui répertorie ça. Toutes les semaines, il y a des dizaines d'avocats qui se font attraper. Donc l'IA, c'est très bien, c'est à ses limites. Il faut avoir conscience de ces limites-là. Et je pense que justement, c'est là où la capacité humaine et la créativité humaine et l'intelligence humaine est prépondérante. C'est que l'IA ne doit être qu'un outil au service de l'intelligence humaine et pas l'inverse. Et pour créer des choses qui soient pertinentes, efficaces, évidemment, toujours superviser l'IA. Sinon, c'est comme dans les dessins animés des mignons, là, ils font n'importe quoi quand il n'y a pas le boss. Les bots et les IA vont faire n'importe quoi aussi. Donc, il y a besoin d'être cette IA supervisée demain. Et nous, ça nous demande aussi, et c'est le conseil majeur pour toutes les personnes qui écoutent, il va falloir apprendre à désapprendre. Il va falloir être hyper flexible dans notre capacité d'apprentissage à tous ces nouveaux outils qui sortent, avec cet esprit critique, justement pour spotter et cibler les bons outils au bon moment, les bons cas d'usage, et pas s'imaginer que l'IA va régler tous les problèmes de la vie, parce que c'est pas la réalité. Très bien, merci pour ces réponses. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Dernièrement, j'ai entendu parler de juges par intelligence artificielle utilisés pour des cas de litige ou des affaires pénales. Quel est votre avis là-dessus ? À mon sens, c'est une catastrophe, déjà, parce qu'en fait, l'IA, pour rendre justice ou quelle que soit sa fonctionnalité, elle a besoin d'être entraînée sur des données, de la data, donc il y a de l'historique. On sait que dans certains pays, notamment, si je pointe du doigt, on peut le cas en France, mais plutôt aux États-Unis, il y a quand même eu des décisions de justice plutôt orientées
très négative pour les Afro-Américains. Un fort biais, en fait. Un fort biais ouais. dans les décisions de justice. Et il y a eu un test qui a été mené dans un État, mais je me souviens plus dans quel État, où en fait, sur des larcins, vol à l'étalage, des petits larcins, ils avaient essayé d'automatiser les rendus de décisions de justice. Ouais. Et en fait, il s'est trouvé qu'un homme blanc qui a volé, alors, je veux dire, 3 pommes à l'étalage, avait 10 heures de travaux d'intérêt général, et une femme noire qui a volé 3 pommes aussi, mais elle a prenait 6 mois de prison ferme. D'accord. Ouais. Donc c'était de ce niveau-là. C'était il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Donc en fait, c'est la problématique de l'automatisation de ces décisions de justice, c'est l'historique et sur quelles données j'entraîne mes IA, et qu'on peut retrouver quand Google a voulu apporter un peu plus de, on va dire je veux pas dire de wokisme parce que j'aime pas le terme, mais d'égalité entre les différentes origines de la population américaine dans son IA, et qu'on s'est retrouvé à poser une question sur les pères fondateurs de l'Amérique et d'avoir des personnes afro-américaines, ce qui n'a aucun sens historique. Bien sûr. Donc en fait, c'est le biais en fait de l'usage de l'IA là-dedans, et il y a des vrais risques associés évidemment pour la démocratie, parce que la justice fait partie de ces piliers-là de la démocratie. Et qu'il va falloir du coup éviter en tout cas ces rendus autonomes, ou alors en accompagnant les juges avec une décision finale qui reste dans la main de l'humain, à mon sens. Oui, tout à fait, ce qui fait du sens puisqu'il y a toujours une dimension humaine dans une affaire que l'humain peut juger. Mais est-ce qu'il y a des dimensions ou des domaines de la justice où l'IA peut être aujourd'hui bénéfique ? Alors, je pense qu'elle peut être bénéfique sur le traitement de certaines pièces de justice, d'identité, de témoignages, ainsi de suite. Quand bien même, on sait très bien que si je donne à ChatGPT 125 pages à lire, en gros, il va me lire les 3 premières, les 3 dernières, et puis le milieu, il va zapper et il me fera un résumé des 6 pages. Donc ça, c'est compliqué. On a déjà des acteurs, notamment dans le domaine, alors c'est pas forcément la justice, mais c'est juridique, dans le domaine de la finance, qui utilisent des IA génératives justement pour analyser les contrats. Ouais. Alors, quand il y a 100 pages de contrat, évidemment, ils n'analysent pas les 100 pages d'un seul coup, mais c'est par petits blocs, par thème, par article, justement, avec une IA qui a été entraînée spécifiquement, un RAG, pour lire tel type d'article, telle catégorie juridique, et sur une autre catégorie juridique, c'est un autre RAG, et ainsi de suite, pour qu'ils soient hyper spécialisés et éviter les hallucinations. D'accord. Donc ça commence à se mettre en place, oui. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour le partage de ces éléments de vision. C'était très intéressant pour nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.